Luca Parmitano, bonjour, bienvenue à Genève, bienvenue au cinéma Balexer. Merci. Merci d'être avec nous encore une fois pour une nuit européenne des chercheurs. Merci à vous, je suis super content d'être ici. C'est la première fois en fait que je suis ici à Genève, donc comme toutes les premières fois, c'est toujours intéressant, c'est toujours émotionnant. Donc je suis très content d'être ici. Effectivement, la dernière fois, c'était en 2013. On a parlé depuis la Station spatiale internationale. Tu nous as envoyé un message lors de la dernière nuit européenne des chercheurs. On parlait des origines et tu nous avais fait vraiment une grande fleur parmi tous les engagements qu'on a à bord de la station, de nous parler ici sur Terre. Aujourd'hui, tu es ici en chair et os. Je suis très contente aussi de t'avoir parmi nous. Et on est dans un cinéma parce que le thème à Genève de la Nuit des chercheurs, un des thèmes, c'est la science au cinéma. Donc je commencerai par une question sur un film. J'espère que tu l'as vu. Est-ce que tu as vu le film Gravity? Mais bien sûr, je l'ai vu. C'est un film qui avait sorti la même année que j'étais sur la Station spatiale internationale, en 2013. Et donc, on avait essayé de le regarder sur la station. Malheureusement, on n'a pas eu la chance, mais je l'ai regardé tout de suite. Heureusement que vous l'avez pas regardé. Non, mais non, nous savions bien qu'est-ce qu'on allait regarder, mais c'est un film, donc on était très curieux de le regarder sur la station. Je pense que ça aurait été très bien de le regarder à bord de la station, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Et donc, dès que je suis rentré, tout de suite, la première chance que j'ai eue d'aller au cinéma, je suis allé le regarder dans un grand écran en 3D. Et donc, oui. Tu l'as aimé? Donc, oui, je l'ai bien aimé. Je pense que c'est un bon film. Plein de gens m'ont posé des questions sur ce film-là. Je pense que tu vas me poser des questions aussi. Mais il y a une partie que j'aime souligner. Ce n'est pas un film qui a l'intention d'être un documentaire. Il n'a pas cette intention. Ouais. Et donc George Clooney dans un documentaire, je ne le vois pas. Et donc ce n'est pas un documentaire. Donc, je l'aimais en tant que film de Hollywood. Oui, essentiellement. Le film, en fait, la bande-annonce que j'ai ici, elle commence par une phrase sur laquelle je voudrais ton commentaire. On va la lire. Donc, à 600 km au-dessus de la Terre, il n'y a rien pour porter le son. Pas de pression atmosphérique, pas d'oxygène. La vie dans l'espace est impossible. Toi, tu étais dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, à environ 400 km au-dessus de l'atmosphère, sans oxygène, ni pression atmosphérique, 166 jours. Est-ce que c'est possible et comment c'est possible? Bon, oui, c'est possible parce qu'on a une atmosphère, on a l'oxygène, on a l'air. C'est à l'intérieur de la station, soit en dehors, en utilisant notre scaphandre pour la sortie extravéhiculaire. Donc, en fait, la réponse à ta question, c'est la technologie qui nous permet de vivre dans un environnement qui est le plus inhospitalier qu'on peut penser. C'est beaucoup plus inhospitalier qu'on peut dire le fond de la mer ou même l'Antarctique. Donc la vie là-bas est impossible, mais la technologie nous aide pour pouvoir faire de l'exploration, de la science. C'est ça en fait le défi. C'est de réussir à faire ce qui était impossible jusqu'à ça fait 50 ans. Ça fait partie des conquêtes de l'humanité, effectivement. De réussir à rester dans l'espace aussi longtemps sur des missions comme la tienne, volare de longue durée. Continuons avec le film. La première scène de la bande-annonce, on voit Ryan Stone, l'astronaute qui est interprété par Sandra Bullock, une astronaute scientifique à sa première mission, qui est en train de réparer le télescope spatial Hubble. Et puis il y a George Clooney qui lui vole tout autour dans la première scène et qui lui vole tout autour avec un jetpack. Et ils parlent comme si c'était au bar. Il fait même des blagues avec elle. Est-ce que cette situation, toi qui as fait 2 promenades spatiales, est une situation véridique de la promenade spatiale ou activité extravéhiculaire, comme ça s'appelle en termes techniques? Donc, alors, l'activité extravéhiculaire, comme nous la faisons maintenant, ce n'est pas comme ça. C'est vraiment différent. Au tout début, quand les deux astronautes parlent entre eux,
la scientifique, elle dit qu'elle a eu 6 mois d'entraînement pour devenir astronaute. Ouais, je me souviens, oui. Donc ça, c'est pas la réalité maintenant. Il faut plusieurs années pour devenir astronaute. Tu t'es entraîné combien d'années, toi? Donc il y a une année d'entraînement de base et après 2 années pour l'entraînement spécifique pour la mission sur la station. Donc en total, au minimum 3 années d'entraînement. Et donc, 6 mois, c'est un peu. Ouais. C'est trop peu, surtout pour un spécialiste de Hubble ou de la promenade spatiale. C'est une activité entre les plus complexes qu'on peut imaginer dans l'espace. Donc, ça, c'est pas véridique. Le fait qu'ils parlent entre eux comme si c'était des amis au bar et qu'il y a même des blagues, ça peut-être peut se passer parce qu'en fait, qui fait des promenades spatiales, il se crée vraiment une entente entre les crew members, on parle comme ça, qui est très proche de l'amitié. Donc, très bien. Et donc ça peut arriver. C'est vraiment une expérience aussi intense et intéressante, c'est un lien spécial. Des volets autour de la station ou autour du bras mécanique ou autour de le Space Shuttle, de la navette, ça, c'est encore un rêve. On n'a pas réalisé un jetpack de cette façon. On a un jetpack sur le scaphandre, il s'appelle Safer. Il sert à quoi? Donc, il sert à un cas de... vraiment, c'est la dernière protection au cas où un astronaute se perd dans l'espace. Est-ce que vous êtes accroché? Nous sommes toujours accrochés à la station avec un câble. Oui. Et donc, chaque fois qu'on s'éloigne, mais même quand on se ferme pour travailler, on attrape d'autres... on est obligé à s'accrocher exactement comme en montagne. Ouais. Donc, on a toujours en contact avec la station. Donc, au cas où on oublie d'avoir il s'appelle safety tether. Ouais. Au cas où on oublie de maintenir en contact avec la station. Et le safety tether, il se casse pour quelques raisons. Et alors, on a ce Safer, ce jetpack qui nous permettrait de voler. Mais très peu. On a très peu de carburant, en fait. C'est ça. On a 40 secondes pour réagir et pour voler exactement au point de partance sur la station pour se sauver. Parce que sinon, il n'y a aucune possibilité. Mais c'est un rêve, ça reste un rêve. C'est un rêve d'avoir un jetpack qui marche pendant 2 heures. C'est un peu le rôle du film de faire rêver, évidemment. Et c'est décidément ça. Par contre, en allant en avant avec le film, c'est une sortie qui semble routine. Il parle, il travaille, et puis tout d'un coup, paf, la catastrophe. Il y a une pluie de déchets, de météorites qui proviennent, soi-disant, de la destruction des satellites russes. Et les astronautes, ils se perdent, ils sont seuls dans l'espace, tout est détruit, Hubble est détruit, la navette est détruite, et après aussi la station est détruite. Voilà, ça c'est une situation terrible. Est-ce que c'est une situation qui peut vraiment se passer? Donc, si on parle de la condition initiale du film, tout est possible, pourquoi pas non. Mais maintenant, avec les conditions que nous avions sur la Station spatiale internationale, ça ne peut pas arriver parce qu'on connaît exactement l'orbite de la station. On connaît, on trace toujours l'orbite des dizaines de milliards d'objets volants autour de la Terre. Il y en a tout le temps. Oui, les déchets spatiaux, ça existe. Ça existe, oui. Il y a plein. Ils sont très dangereux, mais on arrive à les suivre. Et l'espace est très grand. Parce que quand on parle d'une orbite, on parle d'une orbite à une altitude spécifique. Et donc, déjà,
les déchets qui sont à des altitudes différentes, ils n'ont aucune possibilité de se croiser. Donc, il faut vraiment un film d'Hollywood pour penser qu'il y a des orbites qui se croisent deux fois, aussi comme dans les films. Mais ça peut arriver. Sauf que sur la Terre, nous, avec les radars, nous arrivons à voir les déchets et nous changeons l'orbite de l'ISS pour nous sauver. Pour les éviter, exactement. Ça arrive tout le temps. En fait, on parle des probabilités. Oui. Quand on pense qu'il y a une probabilité élevée de collision, de croiser l'orbite même, pas de collision, mais de juste croiser l'orbite, on change l'orbite et on élimine les problèmes. Donc, c'est une possibilité, bien sûr, mais pas aussi terrible, pas aussi catastrophique qu'on voit dans les films. En parlant de catastrophe, je suis désolée d'évoquer cet accident que tu as eu pendant ta deuxième promenade spatiale en juillet 2013. Il y a eu un accident, quelque chose de très rare pendant une vieille, et ça t'est arrivé unique, exactement. En fait. Unique même. C'est un accident qui n'était même pas contemplé par les manuels. On voit les images derrière nous. Oui, je me rappelle très bien. Voilà. Raconte-nous un peu, en bref, ce qui s'est passé et pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, non, mais ce n'est pas un problème d'évoquer parce que c'est une partie de mon travail, en fait. Même en plus d'en parler pour résoudre les problèmes. Donc, ce qui s'est passé, que le système de soutien à la vie qui est contenu dans le backpack du scaphandre, il a eu une avarie mécanique, on peut dire comme ça. Oui. Et donc, au lieu de maintenir la circulation de l'air dans le scaphandre, il a commencé à introduire de l'eau. Et l'eau, c'est une partie du circuit de refroidissement. Le scaphandre a besoin d'un refroidissement actif parce que sinon, on irait tout de suite à un surchauffement dans notre corps. Et donc, il y a un circuit d'eau qui nous refroidisse. Ça, c'est cassé, on peut dire comme ça. Pendant que tu étais j'étais à l'extérieur, donc promenade spatiale. Exactement. Et donc le système a commencé à introduire l'eau dans le système de ventilation. Ouais. Et donc eau et ventilation, ils ne vont pas d'accord. Et donc l'eau est arrivée dans ton casque. Donc le système de ventilation commence dans les casques. Donc il y a un système qu'on peut voir dans les vidéos. Qui a commencé donc, à introduire l'eau dans les casques. Comme il n'y a pas de poids dans l'espace, l'eau s'est accumulée dans mon casque. Il allait nulle part, donc a couvert mes yeux, mes oreilles, mon nez. Pendant que tu étais dehors? Pendant que j'étais dehors, donc, oui. Et comme bon, ça aurait pu être une scène à la Alfonso Cuarón, évidemment. Bien sûr. On ne l'avait pas imaginé, mais maintenant, on peut penser que les prochains films... Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, d'abord, j'ai communiqué à Houston. Ground Control. À Ground Control, oui. Je n'ai pas dit, Houston, j'ai un problème, mais quand même, j'ai dit, je sens de l'eau dans mon casque. Ça, comme ça, c'était jamais arrivé, donc tout le monde à terre s'est posé la même question, de où arrive cette eau? Et après une vingtaine de minutes, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait trop d'eau et donc ils ont commandé de rentrer. Et à ce moment-là, j'ai dû me séparer de mon camarade parce que notre safety tether dont on parlait, les câbles, ils étaient de deux côtés de la station à cause de la chorégraphie de notre travail. Oui. Donc, tu t'es détaché de Chris Cassidy? Oui, on s'est détaché. On a commencé à rentrer par deux côtés de la station. Et c'est à ce moment-là que l'eau m'a couvert les yeux, les oreilles, le nez. Et comment tu as fait pour voir où tu allais? Et donc, voilà, là, c'est l'entraînement qui nous aide. Parce que notre instructeur, ils sont tellement préparés. On ne peut jamais penser à toutes les situations d'urgence. En fait, moi, je dis toujours que la seule situation d'urgence est
que tu n'as pas pensé. C'est laquelle on n'a pas pensé, oui. C'est laquelle qu'on n'a pas pensé. Parce que sinon, on peut toujours réagir avec ce qu'on déjà connaît. Mais quand on ne sait pas comment réagir, c'est la vraie situation d'urgence. Mais on est entraîné à réagir quand même, à essayer de résoudre la situation. Là, je savais que je devais rentrer tout de suite. Et donc, sans boire et sans peut-être même respirer. Bon, j'ai respiré de la bouche parce que bon, mon nez était complètement sur l'eau, mais je pouvais... J'arrivais à respirer par la bouche, mais je ne savais pas combien de temps j'avais. Ah. Et donc... mais tu entendais la voix du grand Non, j'entendais pas parce que c'est comme quand on prend la douche. Si on a de l'eau dans les oreilles, on n'arrive plus à sentir rien. C'est terrible. Combien ça a duré cette situation? Une dizaine de minutes. Et après, tout ça a continué quand je suis rentré pendant la pressurisation parce que je n'entendais rien. Donc, et je ne pouvais pas communiquer non plus. Donc, même à l'intérieur de la station? Oui, ils ne m'entendaient pas et moi, je n'entendais pas. Donc, ce n'était pas aussi terrible. Et voilà, la situation, on a réussi à résoudre la situation seulement quand... Bon, Chris il a communiqué que moi j'étais vivant quand il m'a serré la main et moi j'ai serré la main d'après. Et donc il a dit à Houston, il vit. Il est misérable, mais il est bien quand même. C'est fou. Et après, quand finalement ils ont sorti les casques, on voit tous les boules d'eau qui sortent. Oui, il y avait plus d'un litre. Presque un litre d'eau dans un casque. Presque un litre et demi dans un casque. Comme tu avais dit, un poisson rouge. Oui, parce qu'en fait, le volume du casque est très peu. Oui. On imagine qu'il y a beaucoup de place, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il y avait plein d'eau. Et en plus, l'eau, elle tend à rester attachée à la peau. Oui. Et donc, moi, j'ai plein de peau sur la tête. Et donc, il n'allait pas nulle part. Donc, ce n'était pas génial, mais quand même, je dis toujours que c'était une très bonne journée pour 3 raisons. La première raison, c'est que moi, je suis ici à en parler et donc on a su résoudre les problèmes. La deuxième raison, c'est que maintenant, on connaît un problème qui existait, mais on ne savait pas. Et ces problèmes, il n'arrivera jamais plus. Et on aura d'autres problèmes en futur, mais pas celui-là. Et la troisième raison, c'est que notre entraînement marche. Oui. Donc on sait que même si on a des situations d'urgence qu'on ne connaît pas, on arrive à les résoudre grâce à l'entraînement qu'on reçoit. Incroyable. Un jour, peut-être quelqu'un fera un film sur ton épisode. Entre-temps, je te remercie énormément de cet entretien et merci d'avoir participé encore une fois à la Nuit européenne des chercheurs. Merci Luca. Merci à vous.